Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être ici parmi vous, très impressionné devant tant de connaissances scientifiques et géologiques. Je dois tout de suite avouer que j'en suis loin et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les propos qui ont été formulés ce matin. Ce que je me propose de faire dans les 15-20 minutes imparties, 15 minutes pour laisser un peu de temps à la discussion, c'est de vous présenter la place de la géothermie dans le mix énergétique de GDF Suez, qui est un énergéticien majeur, présent en France, vous le savez, mais bien au-delà de la France, puisque nous sommes le premier électricien européen par notre puissance électrique installée en Europe, le deuxième électricien au monde par la puissance installée derrière EDF. Nous sommes également, et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite, un acteur à la fois de l'électricité, du gaz, mais aussi des services énergétiques, de la production de chaleur. Et c'est aussi dans ce champ, la chaleur, dont on parle assez peu malheureusement dans les débats énergétiques français, qui ont une furieuse tendance à se concentrer sur le nucléaire et l'éolien. C'est donc aussi dans ce champ de la chaleur que nous allons utiliser la géothermie. GDF Suez, vous le voyez sur ces quelques chiffres, c'est la première entreprise utility au monde par son chiffre d'affaires, 90 milliards d'euros en 2011, 17 milliards d'EBITDA, c'est-à-dire, pour faire simple, de résultats opérationnels avant faits financiers, avant amortissement, 4 milliards de résultats nets, 10 milliards d'euros d'investissement, c'est un rythme assez régulier, dont encore 3 milliards d'euros d'investissement en France et de plus en plus d'investissements dans les pays émergents, puisque donc, ce chiffre comprend à la fois les investissements de maintenance et de développement, mais 30 à 40% de nos développements se font dans les pays émergents. 220 000 collaborateurs dans près de 70 pays sur les 5 continents. Et on va présenter notre mix géographique dans un instant. 117 000 mégawatts électriques, 117 gigawatts installés à travers le monde. Alors quand on regarde ce mix, notre mix énergétique, à la fois chaleur et électricité, je le disais, c'est un mix que nous voulons diversifier, compétitif, on pourra parler des prix si vous le souhaitez, avec une large part aux sources peu ou pas carbonées, puisque je dirais que depuis bien longtemps, GDF Suez, que ce soit au travers du nucléaire, de l'hydraulique, du gaz naturel, et plus récemment de l'éolien et tout récemment de la géothermie, a fait le choix d'un mix peu carboné. Vous en voyez la répartition à gauche avec les différentes énergies. Ici, c'est exprimé en gigawatts. L'image serait un peu différente en térawattheure, mais globalement, une large part, une bonne moitié, grosse moitié de gaz naturel, c'est vrai aussi d'ailleurs en térawattheure. Vous avez du nucléaire à hauteur de 5% en gigawatts, 10% en énergie. Et puis vous avez, s'agissant des renouvelables, une bonne part d'hydraulique, à la fois en France, mais aussi au Brésil, au Royaume-Uni, en Belgique, et puis de biomasse, de l'éolien. Nous sommes le premier opérateur éolien en France. Un peu de charbon, surtout dans les pays émergents qui font le choix naturellement d'exploiter cette ressource. C'est ce que nous essayons de faire dans les meilleures conditions technologiques et avec les meilleures technologies possibles. Là, vous avez la répartition entre les différents pays avec nos bases domestiques, la France et la Belgique, mais un déploiement de plus en plus en dehors de ces bases domestiques en Europe et en dehors de l'Europe.
Alors, des projets géothermiques, nous en avons dans deux champs. D'une part, pour l'électricité, et je dirais que c'est un champ nouveau de développement pour nous, puisque nous avons récemment pris la décision d'investir dans un projet en Indonésie. Alors, la décision est récente, mais le projet ne l'est pas. Alors, il n'est pas aussi ancien que Sulz, mais pour GDF Suez, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on y travaille. Je vais le décrire. C'est un gros projet, vous voyez, avec 660 mégawatts électriques. Et puis également pour la production et des prototypes de stockage de chaleur. Donc 200 gigawattheures de production de chaleur, surtout en France. Et c'est aussi ce que je vais vous décrire avec des usages dans le chauffage des bâtiments. Alors, notre projet indonésien, on l'appelle Suprême du nom de la société indonésienne avec laquelle nous sommes engagés. L'Indonésie, ça a été dit par notre orateur précédemment, ça n'est pas aujourd'hui la première puissance géothermique installée, ce sont les États-Unis, mais par contre, c'est un très gros potentiel, estimé à 28 gigawatts électriques ici, et représentant 40% des réserves connues. C'est un secteur dans lequel, même si ce sont là de grosses réserves, il n'est pas encore énormément exploité. 3% seulement de la capacité de la réserve disponible est utilisée. Et donc, les pouvoirs publics ont la volonté forte de porter cette part. Et ils ont mis en place des dispositifs alors qui sont des dispositifs concurrentiels, peut-être à la différence de ce qu'on peut voir dans les mécanismes de soutien renouvelable dans les pays européens. Donc là, il y a un mécanisme concurrentiel. Donc il faut répondre à un appel d'offres pour être en droit d'exploiter tel ou tel gisement, dans l'idée qu'ensuite vous allez négocier avec la compagnie locale d'électricité votre prix de rachat dans la limite d'un plafond. Alors c'est un plafond qui est fixé à 97 $ par mégawattheure. Donc mettons 77 € par mégawattheure si on convertit au cours actuel. C'est un chiffre intéressant, hein, 77 € par mégawattheure. Pour vous rappeler quelques ordres de grandeur, donc tout à l'heure on a dit que Soul, si je ne me trompe pas, on était à 200 € par mégawattheure. Hein. L'éolien terrestre est dans ce pays à 82 € par mégawattheure, ce qui n'est pas très loin de la compétitivité hors intermittence. Évidemment, le solaire sur les toits est plutôt vers 300. Sachant qu'on a aussi évidemment toujours en tête en France le nucléaire. Mais là, je crois qu'il est important, et c'est le mérite du rapport récent de la Cour des comptes, de distinguer entre le nucléaire historique, qui est le parc tel qu'il est, avec des coûts que la Cour des comptes estime à 32-33 € par mégawattheure, et puis le nucléaire du futur, en développement, le PR, avec, je dirais, l'évolution des exigences de sûreté et des coûts, qui est aux alentours de 70 € par mégawattheure, qui reste très compétitif, hein, et nous pensons que le nucléaire a une très large place à jouer dans la production d'électricité en base pour les pays qui le veulent bien, mais qui n'est plus aux 30 ou 40 de l'historique. Donc, vous voyez, le 77 € par mégawattheure de géothermie indonésienne, c'est un prix fort compétitif pour de l'électricité. Alors ça fera plus cher que de l'électricité au gaz non conventionnel américain, mais le gaz asiatique n'est pas du tout à ces prix-là. En tous les cas, ça nous paraît une très belle source d'énergie, alliant compétitivité, exploitation de la ressource locale, donc pas d'importation, et pas d'émissions de CO2 non plus. Alors, où se situe notre projet? Donc, tout à l'heure, on a déjà vu une carte de l'Indonésie. Donc,
pays considérable, je crois que c'est la 5e population mondiale, avec de grandes ressources énergétiques. Nous sommes sur l'île de Sumatra, ici, à quelques milliers de kilomètres d'ici, et nous développons donc 3 sites, avec sur chacun des 3 sites 2 fois 110 MW, donc au total ça fait 660 MW, ça commence à faire beaucoup, 660 MW, je rappelle qu'un réacteur nucléaire classique c'est de l'ordre de 1000 MW, l'EPR est à 1600, Fessenheim est à 900, donc on parle de 660 MW. On est dans des ressources situées à 2000 mètres de profondeur et avec des températures donc, de 250, donc un gradient quand même substantiel, de 125 degrés par kilomètre, si je ne me trompe pas, ce qui, au regard des graphiques qui nous ont été présentés par notre premier intervenant, nous situe dans des zones intéressantes en termes de gradient. Alors, l'organisation du projet, je dirais qu'elle est assez classique pour nous, c'est-à-dire qu'on s'associe avec des partenaires locaux. Si vous voulez développer des projets dans les pays émergents, il faut à la fois combiner le savoir-faire et la compréhension du tissu local, et là, des partenaires locaux sont irremplaçables, et je dirais des partenaires ayant une expérience internationale, donc nous-mêmes dans le développement de projets électriques, et puis quelques partenaires japonais également qui viennent mitiger les risques inhérents à ce type d'investissement. Donc aujourd'hui, la décision d'investir a été renouvelée par notre comité d'engagement et nous sommes dans une phase de développement du projet avec le choix du fournisseur qui va apporter les équipements, l'ingénierie et construire le site et en même temps que se poursuivent les travaux d'exploration pour mieux connaître et valoriser le gisement. Donc voilà pour, je dirais, un exemple de géothermie électrique assez loin d'ici, mais sur une source vraiment très intéressante. On change complètement de paysage puisqu'on arrive maintenant en région parisienne avec notre branche énergie service, donc que vous pouvez connaître sous des marques telles que Cofeli ou Ineo ou ici même la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain. 77 000 personnes dans les services d'efficacité énergétique et notamment dans la production de chaleur et les réseaux de chaleur et de froid, Climespace étant le réseau de froid parisien. Et donc, le développement d'un certain nombre de réseaux de chaleur alimentés par de la géothermie, vous les voyez listés ici, avec à chaque fois dans cette colonne de droite l'énergie géoproduite, et puis ici l'équivalent logement. Alors ce chiffre-là, d'ailleurs, ce n'est pas l'équivalent logement de la seule géothermie, c'est de tout le réseau. Donc, c'est typiquement, pour l'ensemble de ces réseaux-là, la couche du Dogger qui a été présentée plus tôt, qui est exploitée très largement, pas jusqu'au UK néanmoins. Et donc, en plus de ça, on a également, ça a été également évoqué plus tôt par un intervenant précédent, des pompes à chaleur géothermique performantes à des profondeurs bien moindres auprès des bâtiments, dans nos activités de service aux industries, aux collectivités en Belgique et Pays-Bas. Le schéma, il vous a été présenté tout à l'heure, je n'y reviens pas, avec une source, un système, je dirais, géologique, et puis un échangeur de chaleur qui va partir vers le système terrestre résidentiel. Dans le réseau Paris Nord-Est, je détaille un peu celui-ci pour vous confirmer. Donc, on utilise la nappe du Dogger avec des températures de
55 à 65 degrés pour la production de chaleur et également de froid. Ceci a été mis en service à la rentrée 2012 et nous avons ainsi 100 MW de puissance chaud et froid, 52 gigawattheures, sachant qu'ici on fournit principalement des bâtiments assez modernes, donc respectant la réglementation thermique 2005. Donc il faut compter à peu près 7 MWh par logement et par an. Donc c'est comme ça que vous tombez sur une petite dizaine de milliers de logements. Vous avez là deux photos du développement par la CPCU de gisements géothermiques avec les forages. 5 minutes, c'est plus ce qu'il m'en faut, puisque je n'ai plus que 2 planches. Une planche pour vous dire que nous travaillons non seulement sur la production, mais aussi sur le stockage. C'est un sujet intéressant. Plus tôt, il a été évoqué la question de l'intermittence des sources électriques. Alors avec la géothermie, on a là une source de chaleur qui n'est pas intermittente, mais on a aussi la capacité de stocker. Et donc, on a des stockages saisonniers. L'idée étant que nous sommes aussi un exploitant de la chaîne des déchets, donc nous produisons de la chaleur à mesure de la production de déchets. Donc ça, c'est régulier. Par contre, la consommation de chaleur, évidemment, n'est pas régulière. Donc l'idée est ici, en gros, de stocker en été la chaleur issue des déchets. Donc quand on fait de l'incinération, on a de la chaleur. On ne sait pas bien qu'en faire puisque le chauffage est faible, l'utilisation par la CPCU est faible. Donc l'idée est de le stocker là au mois d'été pour le récupérer en hiver. Et je comprends qu'on obtient des assez bons taux de préservation de l'énergie et donc de récupération, d'entretien du gisement. Et puis, à des plus faibles profondeurs, il y a l'idée de stocker, c'est des travaux que nous faisons en lien avec le BRGM, à quelques dizaines de mètres, à nouveau de l'énergie pour gérer des cycles qui sont plus courts, plurihoraires ou plurijournaliers. Ça, c'est évidemment des cycles courts, de façon à gérer le cycle de la demande de chaleur, qui existe aussi au rythme non seulement saisonnier, mais aussi infrajournalier ou hebdomadaire, et ainsi éviter le recours à des centrales de production de chaleur de pointe au fioul. Donc en conclusion, GDF Suez investit dans des solutions de production d'électricité ou de chaleur par géothermie, chaque fois qu'elles sont compétitives ou proches de la compétitivité. En complément, nous participons avec des établissements de recherche tels que le BRGM à des démarches de recherche et de développement pour imaginer de nouvelles solutions, soit de production, soit de stockage. Et à notre sens, la géothermie a toute sa place dans notre mix énergétique, à la fois électrique et chaleur, que nous voulons adapter aux 3 objectifs politiques énergétiques qui sont les nôtres. Compétitivité, on sait à quel point c'est important. Sécurité d'approvisionnement, et la géothermie est une énergie locale. Et enfin, lutte contre le réchauffement climatique, et la géothermie est une énergie sans émission de CO2. Je vous remercie. Merci.